Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet entretien d'actu d'un genre un peu différent, un peu plus intimiste, puisque nous nous retrouvons sur ce canapé dans une ambiance un peu plus détendue. C'est dans ce cadre que nous avons voulu recevoir Georges Salines. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureuse et presque émue de vous recevoir, Georges, et de discuter avec vous à l'occasion des 10 ans des attentats du 13 novembre. Ces attentats commis par des terroristes de l'État islamique qui ont meurtri la France, plus de 130 morts et 413 blessés. Et parmi ces morts, votre fille, Lola, avait 28 ans. Elle était au Bataclan ce soir-là et elle y a été assassinée, vous plongeant, vous et votre famille, dans l'horreur du terrorisme. Et pourtant, depuis, vous n'avez cessé de chercher un sens à cela, de chercher un moyen de faire de cette horreur quelque chose de constructif. Outre vos engagements nombreux dans les associations de victimes, vous avez écrit d'abord un livre, L'Indicible de A à Z, ma fille Lola dansait au Bataclan, puis un autre, Il nous reste les mots, écrit avec Asdin Animour, le père de Sami, un des terroristes du 13 novembre. Et c'était une première ébauche d'une prise de contact avec ce que j'ai appelé l'autre côté. Car cela va devenir en quelque sorte votre quête. En 2021, à l'occasion du procès hors norme de ces attentats, vous, Georges Salines, vous vous êtes adressé aux accusés en ces termes. J'aimerais rencontrer ceux des accusés qui, pour autant qu'ils soient condamnés, auraient le courage, le vrai courage, d'accepter une rencontre de justice restaurative avec le seul objectif que chacun, victime et auteur, puisse dire sa vérité et ainsi peut-être progresser vers une reconstruction. Même Salah Abdeslam, principal accusé et condamné à perpétuité pour son rôle dans ces attentats, avait réagi en se disant prêt à rencontrer certaines victimes si ça pouvait les aider. Un appel à la justice restaurative, pourtant inexistante à l'époque en France en matière terroriste. Et vous allez devenir l'un des pionniers en allant d'abord rencontrer Ahmed, c'est un nom d'emprunt, un homme d'une trentaine d'années condamné à 13 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Il avait rejoint les rangs de Daesh en Syrie. Et vous allez le rencontrer en prison, tisser des liens avec lui. Et cette rencontre a fait l'objet d'un magnifique podcast de Laura Martel diffusé sur RFI en mai dernier. Georges Salines, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Georges Salines, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il m'a fallu quelque temps pour présenter votre parcours, tant il est riche et puissant. Et j'ai lu beaucoup de choses que vous avez dites et écrites. Et vous dites souvent qu'il faut raconter les victimes et que c'est important de le faire. Et donc, ma première question, je voudrais quand même commencer par là. 10 ans après les attentats du 13 novembre, vous demandez de nous dire, de nous raconter, de nous rappeler qui était Lola, votre fille. Alors bien sûr, il est impossible de répondre à cette question sans réduire Lola à quelques aspects, parce que chaque personne est un monde. Lola était une jeune femme au moment de son décès, mais ça avait été aussi une petite fille pour moi, un bébé, le dernier, le plus jeune de mes 3 enfants. C'était une éditrice de livres pour enfants, et elle adorait son métier qui était vraiment une passion. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, le rock en particulier, et c'est ce qui l'a conduit au Bataclan ce soir-là. Elle aimait beaucoup aussi d'autres musiques, le folk, qu'elle pratiquait, elle chantait plus dans une veine folk rock que véritablement rock. C'était l'ami de tous ses amis qui étaient fort nombreux. Et tous des gens très intéressants. Nous en connaissions quelques-uns avant le 13 novembre 2015. Je dis nous, ma femme et moi. Mais on a appris à mieux les connaître presque après la mort de Lola. C'était quelqu'un qui pratiquait des sports. Le roller derby qu'il a aussi conduit au Bataclan d'une certaine manière, parce que c'est une de ses
camarade de l'équipe de la boucherie parisienne, qui lui a proposé un billet qu'elle avait en trop ce soir-là pour l'accompagner. Et donc, c'était une décision un peu de dernière minute d'aller au Bataclan ce soir-là. C'était une féministe. C'était beaucoup de choses, mais bon, c'était surtout ma fille pour moi et quelqu'un qui me manque terriblement. Comment est-ce vous est venu l'envie, le besoin presque, j'allais dire, d'aller à la rencontre de ceux qui ont participé de manière directe ou indirecte à son décès, finalement? Comment est-ce que Qu'est-ce qui vous a motivé, poussé à aller à la rencontre des djihadistes? En fait, c'est venu très vite parce que presque immédiatement, j'étais submergé, non pas tant par la colère que par un sentiment d'absurdité. J'avais quand même beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui avait pu pousser des jeunes gens de l'âge de ma fille à venir la tuer et tuer tous les autres pour des motifs politiques ou religieux auxquels elle était absolument étrangère. Et donc, je dis très vite, je ne sais pas exactement quand, mais dans les mois qui ont suivi le 13 novembre, j'ai effectivement écrit. Et ce premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle L'Indicible de A à Z, est paru en septembre 2016. Mais en fait, j'avais remis le manuscrit à l'éditeur fin mai. Donc, c'est vraiment dans les premiers mois. Et là-dedans, j'avais écrit, ceux qui ont tué ma fille, là, physiquement, je pourrais jamais les rencontrer parce qu'ils sont morts. Les grands chefs, les commanditaires, probablement, je pourrais pas non plus parce que pour le moment, ils sont en Syrie et je pense pas qu'on arrivera à les capturer vivants et donc probablement ils vont mourir en fait. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Mais on commençait déjà à savoir qu'il y avait des complices et donc j'ai dit ouais, ceux-là, j'aimerais bien les rencontrer en prison pour leur dire ce qu'ils m'avaient fait. Et pour leur demander pourquoi ils l'avaient fait. Donc j'avais ce désir. Ça m'a pris fort longtemps à le réaliser, puisque concrètement, des membres du commando, je n'en ai rencontré en face à face, comme ça, dans un cadre dont j'ai appris par la suite que ça s'appelait la justice restaurative et que c'était prévu dans le code pénal, etc. Ce que j'ignorais en 2015-2016. Ça a été à l'été 2024. Vous allez nous raconter justement cette rencontre avec les gens qui ont directement participé. Mais avant cela, vous avez été un précurseur sur l'ouverture de la France sur la question de la justice restaurative en matière terroriste, puisque vous avez été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à pouvoir le mettre en place. Et vous avez rencontré en 2023 Ahmed. Oui, Ahmed. Ahmed qui n'a pas participé directement aux attentats, mais qui était condamné à 13 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes, puisqu'il avait rejoint Daesh en Syrie. Il y a habité et il en est parti, s'est rendu aux autorités et il a été donc judiciarisé, condamné et il a purgé sa peine. Et vous avez mis en place une série de rencontres, tout ça très organisé par l'administration, suivi, etc. Et vous avez tissé des liens avec lui, assez étonnamment de l'extérieur. On se demande qu'est-ce que vous avez trouvé comme commun, comme lieu commun? Comment vous réussissez à tisser des liens avec cet homme qui a reconnu lui-même s'être réjoui à l'époque des attentats du 13 novembre? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, pourquoi j'ai rencontré cet homme-là plutôt qu'un autre? Vous avez rappelé ce que j'avais dit au procès lorsque je suis venu déposer à la barre. J'avais lancé un espèce d'appel en disant que je souhaitais bénéficier d'une mesure de justice restaurative. Et c'est la chargée de la justice restaurative d'une association d'aide aux victimes du terrorisme, en l'occurrence Marion Trottignon, qui m'a contacté en me disant « Bon, vous avez dit ça, mais moi j'ai
reçu une demande de la part de l'administration pénitentiaire concernant un détenu condamné pour des faits liés à l'État islamique et qui, lui, souhaite rencontrer une victime de l'État islamique pour, en quelque sorte, s'expliquer. Et donc, est-ce que vous accepteriez de le rencontrer? Donc, la demande est venue de lui. Moi, j'ai dit oui, bien sûr, j'accepterais de le rencontrer. Et donc, effectivement, il y a eu une préparation, comme c'est prévu. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ces préparations? Alors, ce qu'on nous... Bon, on nous explique un petit peu... le processus. Le processus, le pourquoi, le cadre légal. On nous demande, mais pourquoi vous voulez... C'est un peu ce que je vous demande aussi. Et c'est très amusant parce que, en fait... j'ai rencontré beaucoup de victimes à l'étranger qui ont participé à des rencontres de justice restaurative. Et ben, souvent, c'est... alors, curieusement, pour les gens qui sont extérieurs à ces expériences, curieusement, il y en a beaucoup qui ont ce désir de rencontrer l'adversaire, en quelque sorte, de rencontrer ceux qui leur ont fait du mal ou qui ont fait du mal à leurs proches. Et souvent, elles ont quand même beaucoup de mal à expliquer pourquoi. Moi aussi, j'avais un peu de mal. En plus, ça peut évoluer au fil du temps. Je vous ai un peu expliqué mes motivations en 2015-2016. Elles avaient ensuite peut-être évolué, mais quand même, ça tournait beaucoup autour de la question de raconter quelle avait été mon expérience, qui était Lola, de faire mesurer... l'ampleur du mal qui avait été fait, et de demander pourquoi, mais qu'est-ce qui vous a conduit. Mais c'est le pourquoi m'intéressait beaucoup et m'a intéressé de plus en plus et m'intéresse toujours beaucoup, parce que petit à petit, vous avez parlé de quête, je sais pas, enfin, ça fait un peu chevalier de la table ronde là, mais disons quand même que... On vous identifie beaucoup là-dessus quand même. Oui, mon souhait c'était de contribuer du mieux que je pouvais à la prévention des actes terroristes. Et pour participer à la prévention des actes terroristes, n'étant ni militaire, ni policier, ni espion, ce que je peux faire, c'est plutôt participer à des actions de type éducatif. Et pour participer à des actions, pour trouver les bons mots, il faut comprendre quels sont les parcours, quelles sont les motivations pour pouvoir répondre. Vous auriez pu aussi être en colère, vous auriez pu exiger, être plutôt dans des demandes très sécuritaires, d'être dans des... En fait, il y a eu... Oui. Alors, je vous ai dit, ce qui me dominait, c'était ce sentiment d'absurdité, la tristesse aussi. Alors, dans la famille du père Hamel, qui a été tué à Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016. Il y a quelqu'un au procès qui a eu un mot très très juste, qui était il y avait tellement de tristesse dans nos cœurs qu'il n'y avait pas de place pour la colère. C'est un peu ça. J'étais dominé par autre chose que par la colère. Je ne peux que le constater et pas vraiment l'expliquer. Après, on peut trouver des explications. Moi, mon métier, c'était d'être médecin, en plus médecin de santé publique. Donc, quand on est toute sa vie, on a essayé d'affronter des problèmes qui peuvent conduire à la mort de personnes en cherchant qu'est-ce qu'on peut faire de plus efficace pour empêcher les gens de mourir, en quelque sorte. Naturellement, le réflexe, c'est de continuer à faire la même chose face à ce type de situation et pas de réagir en voulant donner des coups. Et puis, je suis quand même quelqu'un je crois, d'assez plus rationnel qu'émotionnel peut-être. Et rationnellement, on voit bien que
la réaction par la violence, par la vengeance, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est très contre-productif, dans la mesure où on crée de l'animosité, du ressentiment, et on crée les conditions d'autres morts futures. Enfin, moi, j'étais très, très marqué par la séquence 11 septembre 2001, guerre en Afghanistan, deuxième guerre du Golfe, et tout ce qui a suivi jusqu'à aujourd'hui. On voit bien. Vous avez habité en Égypte, d'ailleurs. Oui, j'ai habité en Égypte pendant 5 ans. Et vous avez quitté l'Égypte notamment. Et je quittais l'Égypte parce que j'arrivais au bout de mon contrat. Mon départ est survenu très peu de temps après l'attentat de Luxor, quand il y a eu une attaque dans le temple d'Hatshepsut à Luxor, un peu dans le style Bataclan, quoi, des terroristes qui arrivent avec des fusils d'assaut et qui massacrent tout le monde. Il y a eu des dizaines de morts, je ne me rappelle plus exactement le nombre, mais c'était très... C'est vrai que ça a été très, très choquant parce que ce temple, évidemment, on était expat en Égypte depuis quelques années, donc on l'avait visité avec les gosses qui étaient petits à l'époque. Donc on pouvait s'imaginer très bien dans le rôle, quoi, dans la situation qu'ont vécu les malheureux touristes qui se sont fait tuer. Mais la décision de rentrer avait été prise avant. Donc c'était pas lié. Et en fait, curieusement, quand on est parti en Égypte, il y avait eu quelques attentats avec des victimes françaises d'ailleurs. Donc il n'y avait pas grand monde qui était volontaire pour partir. Moi, je dis, c'est un grand pays, il y a des dizaines de millions d'habitants. Là, il y a eu quelques morts, mais bon, ça peut arriver partout. Et d'ailleurs, ensuite, pendant le temps où on était en Égypte, il n'y a pas eu tellement d'attentats. Et il y en a eu par contre beaucoup à Paris, à l'époque, lié aux années noires de l'Algérie, etc. Donc, on se dit, finalement, à Paris, on risque plus qu'au Caire. Mais bon. Et dans ce désir donc, de comprendre l'autre, qu'est-ce qui motive cette prise de décision, finalement, puisque c'en est une, vous avez créé des liens avec cet homme, en tout cas, Ahmed, des liens qui ont dépassé la justice restaurative. En réalité, vous êtes allé le chercher quand il est sorti de prison. Oui. Est-ce que cette amitié perdure aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous avez en commun, quelque part? Curieusement, on a un peu rompu les liens. Alors, c'est pas de mon fait, mais il est retourné, il a été libéré depuis, et il est retourné, il s'est marié, il essaye de refaire sa vie dans sa région d'origine, et j'arrive plus trop à entrer en contact avec lui. Je lui en veux pas, je pense qu'il essaye de passer à autre chose. Bon, il a des problèmes familiaux assez considérables, donc j'imagine qu'il a d'autres chats à fouetter. Est-ce qu'il a répondu à certaines de vos questions? Oui. C'est-à-dire, il m'a expliqué son parcours. Alors, les parcours djihadistes, finalement, soit en théorie, en lisant les travaux de psychologues, de sociologues, etc., soit par l'expérience directe, j'ai fini par en connaître de nombreux. Et ce sont des parcours dans lesquels, bien sûr, on trouve des points communs, mais si vous voulez, il y a des facteurs, par exemple, religieux, il y a des facteurs familiaux, il y a des facteurs de souffrance psychologique individuelle, et des motivations politiques. Tout ça existe plus ou moins en chacun, mais à des degrés fort variables selon les individus. Là, c'est comme le ratatouille, quoi. On peut mettre plus ou moins de courgettes, d'aubergines. Ou de sauce tomate. Et donc, voilà, il m'a raconté son parcours à lui, qui est intéressant. Pourquoi ça a vraiment été très, très particulièrement touchant pour moi, parce qu'il demandait vraiment, son souhait c'était de rencontrer une victime de l'État islamique, alors que ce n'est pas un terroriste, il est condamné pour association de malfaiteurs terroristes, donc techniquement c'est un terroriste, il est dans le fichier des terroristes. Il a intégré Daesh. Mais il a intégré Daesh. Mais il n'a pas commis d'attentat. Mais
Enfin, en tout cas, sur les sols. À ce qu'on sait et à ce qu'il dit, je le crois, il n'a pas commis d'attentat, certainement pas en France, mais même là-bas. Mais surtout, au moment où je le rencontre, c'est vraiment un repenti. Il a fait tout un cheminement. Il est très clair dans sa condamnation du terrorisme et de l'État islamique. Et il considère que ça a été une folie, mais une folie à laquelle il a participé, qu'il décrit très, 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 très bien. Jusque, effectivement, y compris le 14 novembre 2015, lorsque, au sein de l'État islamique, ils entendent le communiqué de l'État islamique qui annonce ce qui s'est passé le 13 novembre, et il est pris dans l'enthousiasme général, considérant que c'est une espèce de victoire militaire, quoi. Voilà, l'État islamique a marqué un point. Et ce n'est que dans les jours suivants qu'il va réaliser, en particulier grâce à sa sœur, avec laquelle il est en contact, et qui lui dit « mais tu débloques vraiment plus que ce que je croyais. » Parce qu'elle va lui dire qu'elle aurait pu y être. Parce qu'elle va lui dire, bien sûr, qu'elle aurait pu y être. Qu'elle aurait pu être en particulier, elle se voyait très bien sur les terrasses ce soir-là, quoi. Et il réalise, il était déjà un peu, en fait, sorti de l'emprise, malgré cette participation un peu moutonnière à l'enthousiasme général. Il avait fait une grande démarche déjà d'introspection qui fait que la connexion a été... Il n'avait pas fait une grande démarche d'introspection. Il s'était marié. Il avait un enfant. Son regard s'était détourné de l'aventure islamiste vers sa famille et sa femme et son enfant et les enfants de sa femme, parce qu'elle en avait pas d'un précédent mariage. Donc ça l'avait fait prendre une certaine distance, distance qui s'était aggravée parce qu'il avait eu une espèce de conflit du travail, un problème de ressources humaines avec ses chefs au sein de l'État islamique. Les problèmes de ressources humaines au sein de l'État islamique se réglant en coup de pistolet, grosso modo. Donc, voilà. Mais l'introspection, la réflexion, elle est venue dans les semaines, mais elle est venue assez vite dans les 2 derniers mois de l'année 2015. Et par l'intermédiaire de sa sœur, il est entré en contact avec le Quai d'Orsay, qui lui a dit mon pauvre garçon, ils n'ont pas dit mon pauvre garçon, ils ont dit cher monsieur, tant que vous êtes au sein de l'État islamique, on ne peut rien faire pour vous. Mais si vous quittez l'État islamique, si vous passez en Turquie, rendez-vous aux autorités turques. Et là, normalement, ils vont vous renvoyer chez nous. Donc lui, il a fait une démarche volontaire d'en sortir, ce qui fait qu'il a quand même un profil un peu particulier. Absolument. Notamment par rapport aux 2 autres que vous avez rencontrés. Oui, bien sûr, c'est différent. Qui, eux, sont quand même... C'est d'autres profils et ils ont un lien direct avec votre histoire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces démarches et qui vous avez été rencontrés? Voilà. Depuis quelques années, je participe à des rencontres en Belgique, à Bruxelles, avec un groupe qui s'appelle Retissons du lien, qui s'est créé après l'attentat du 22 mars, les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Il y a eu une manifestation à laquelle ont participé quelques femmes qui étaient des mères de jeunes partis en Syrie, qui étaient dans une souffrance considérable du fait que leur enfant, leur fils ou leur fille était parti rejoindre l'État islamique, qui avait déjà commencé à créer des groupes, notamment une association qui s'appelle Save Belgium, pour lutter contre le recrutement en Belgique par des recruteurs islamistes. Il y a un certain Jean-Louis Denis en particulier qui sévissait là-bas.
Et quand l'attentat du 22 mars s'est produit, elles sont allées participer à la manifestation qui a eu lieu. Et elles ont participé avec une banderole qui disait « Retissons du lien ». Et autour de ce noyau, c'est constitué un groupe auquel, petit à petit, se sont joints des victimes des attentats du 22 mars. Donc, c'est un groupe qui réunit des mères de djihadistes et des victimes des attentats. Et donc, je participe de temps à autre à ces réunions depuis longtemps. Et au cours de ces réunions, j'ai rencontré des personnes de l'association belge qui est chargée de la mise en œuvre de la justice restaurative en Belgique, en Wallonie. Parce que, c'est important parce qu'il y a une association francophone et une association néerlandophone. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'était des francophones. Et donc, elles m'ont dit, on a vu qu'au procès, tu as dit que tu souhaitais rencontrer les membres du commando, mais tu sais que les membres du commando, ils sont tous en prison chez nous, puisqu'ils ont été arrêtés chez nous, et puis ils vont passer au procès des attentats du 22 mars. Est-ce que tu souhaites toujours les rencontrer? Et qui est-ce que tu aimerais rencontrer? Donc on a fait une liste. Et il y en a 3 qui ont accepté de me rencontrer. Il y en a même qui auraient accepté de me rencontrer, mais que moi je ne souhaitais pas rencontrer. Pourquoi? Parce que ils ne reconnaissaient pas vraiment leur rôle dans les attentats. Donc voilà, moi je n'étais pas là pour discuter de qu'est-ce que tu as fait exactement. Oui. Voilà. Donc, et alors, il y avait Salah Abdeslam qui voulait bien me rencontrer. Vous l'avez rencontré? Et non, Mohamed Abrini et Sofiane Ayari. Alors je n'ai pas rencontré Salah Abdeslam parce que les rencontres ont eu lieu donc. Alors ça devait être le procès parisien s'est terminé en juin 2022. Le procès belge a dû avoir lieu en 2023. Donc en fait c'était fin août 2023. C'était juste après le verdict. Ouais. Fin août 2023, lorsque je suis allé à la prison où étaient détenus tous les djihadistes pour les rencontrer. C'était après le verdict de culpabilité et juste avant la sentence, le nombre d'années, la quantum de la peine. Mais Salah Abdeslam était en plein dans une démarche avec ses avocats pour essayer de rester en Belgique et de ne pas être restitué. Oui, parce que l'application de la peine n'est pas tout à fait la même en Belgique et en France. Parce que comme il a été condamné à une peine incompressible... Bon. Et donc, il était mobilisé là-dessus. Et donc, 2 jours avant que j'arrive, il a dit « Non, mais là, j'ai pas la tête à ça. » Bref, ça a été un loupé, c'est dommage, parce que bon, ça aurait été sans doute intéressant. Je pense que Salah Abdeslam, c'est quelqu'un que j'aurais aimé le rencontrer pour qu'il me dise des choses et pour qu'il entende ce que j'avais à lui dire. Mais j'ai rencontré Mohamed Abrini et Sofiane Ayari. Vous pouvez nous dire qui sont ces hommes? Alors, quel est leur rôle? Alors, ce sont 2 membres de la cellule terroriste constituée en Belgique. Sofiane Ayari, envoyé depuis l'État islamique. Mohamed Abrini, il était sur place, mais il avait fait un séjour plus bref en Syrie après mais il était déjà revenu depuis quelque temps. Abrini, bon, il est connu maintenant ça fait 10 ans, les gens ont oublié, mais à l'époque il était très connu parce que c'était l'homme au chapeau. C'était l'homme au chapeau. Alors que ça veut dire l'homme au chapeau, c'est que on le voyait sur les caméras de sécurité de l'aéroport de Zaventem avec un chapeau. Voilà. D'accord. Et pourquoi il était Abrini, il était à Paris le 12 novembre. Il l'a dit à son procès, il devait participer, être un des membres du commando. Il devait commettre un attentat suicide, en fait.
Et il n'avait pas tellement envie de commettre un attentat suicide, apparemment, parce que le 12 novembre au soir, il est parti. Il est retourné à Bruxelles. Ils ont fait sans lui, quoi. Ils ont fait sans lui. Il a dit lors de son procès qu'il avait annoncé à Abdelhamid Abaoud, qui était le chef opérationnel sur place, que non, il pouvait pas participer à l'attentat, qu'il se sentait pas. Et Abaoud l'a laissé partir. Alors ça a suscité l'incrédulité du parquet national antiterroriste. Mais bon, voilà, on ne saura jamais exactement. Il a été quand même membre du commando, même si il était là. Et il est rentré à Bruxelles. Il a repris contact avec sa fiancée. C'est un truc assez incroyable. Je crois le 14 novembre, ils vont visiter un appartement parce qu'ils cherchaient un appartement à louer, quoi. Enfin bon. Mais il se rend compte rapidement qu'il est très haut. Il n'est pas l'ennemi public numéro 1, c'est Salah Abdeslam, mais lui, il doit être le numéro 2. Donc, il ne sait pas où aller. Et il reprend contact avec ses copains. Et il se retrouve dans un appartement conspiratif jusqu'à la veille du 22 mars, où on le réemploi pour un nouvel attentat suicide à l'aéroport de Zaventem, où il arrive donc avec son petit chapeau et ses explosifs dans un chariot, et il se dégonfle pour la deuxième fois, ou il renonce pour la deuxième fois. Et lui, vous l'avez rencontré une fois, 2 fois comme maintenant, une seule fois. Une seule fois, assez longuement. Mais bon, les déplacements sont un peu plus compliqués quand même. Donc, j'ai rencontré une fois. Je pense que ça a été une conversation très, très intéressante. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que voilà, ça repose sur un principe de confidentialité, la justice restaurative. Mais il vous a autorisé à donner... C'était très détendu. Oui, mais il m'a autorisé à dire que je l'avais rencontré. Voilà, mais pas à donner le contenu. C'était très, très détendu, je crois très, très, très sincère, très, très intéressant. Par rapport à l'image qu'il donnait au procès, qui était un peu une image de type assez agressif avec les avocats, etc. Là, il n'était pas du tout agressif. C'était cool. Et Sofiane Ayari. Sofiane Ayari, lui, c'est un jeune Tunisien. C'est le plus jeune des membres des commandos. Qui n'est pas venu à Paris, lui, le 13 novembre, il est non pas à Zaventem, mais à Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam, et où il est allé avec Omar Krayem, ces 2 membres importants, aguerris des commandos, qui sont allés à l'aéroport de Schiphol. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ça a été aussi un des grands débats. Dans la discussion avec lui, je n'ai pas cherché à le cuisiner là-dessus parce que je pense qu'il ne m'aurait pas dit. Ils ont prétendu au procès être allés là-bas parce qu'on leur demandait de voir s'il y avait des consignes à bagages. Bon, ça paraît assez peu vraisemblable que le jour même des attentats de Paris, 2 des membres soient là-bas pour voir s'il y avait des consignes à bagages. Ils avaient des valises à roulettes. Bon, l'opinion générale, c'est plutôt qu'ils devaient commettre un attentat et qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà, pour des raisons que nous ne connaîtrons pas. Et ces 2 rencontres, donc c'est pareil, vous avez eu le même type de rencontre avec Sofiane Ayari qu'avec Abrini. Oui. Qu'est-ce que ça vous a... Parce que vous n'avez pas tissé de lien comme avec Ahmed. Du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je suis heureux de l'avoir fait, d'avoir rencontré ces personnes qu'on décrit comme tellement monstrueuses. Finalement. Le mal absolu, quelque part, ça a été quand même... De les avoir rencontrés face à face dans une petite pièce, avec une tasse de café, et pour 2-3 heures de discussion. Oui, ça a un côté presque rassurant. Voilà, bon, je les avais vus dans le box pendant 10 mois. Je savais qu'ils avaient 2 pieds, 2 mains. Oui, mais c'est pas pareil. Mais voilà, il n'y a pas le décorum, la solennité. Et moi,
enfin, je ne suis pas un prosélyte nécessairement de la justice restaurative, mais les gens qui me posent des questions, je leur dis, bon, ça c'est déjà un premier effet. Si vous avez en vous, si ces personnes peuplent vos cauchemars, disons, vous les rencontrez, ça banalise les choses. Ça banalise pas l'acte. L'acte, il reste horrible. Et d'une certaine manière, il reste quand même ça le réhumanise, incompréhensible. En fait, Mais la personne, oui, ça la réduit à son humanité. Vous dites, on les considère un peu comme des monstres. Et le fait de les rencontrer comme ça, de voir et de constater que ce sont des humains, finalement, faits de chair et d'os comme nous, ça réintroduit dans l'humanité, même si c'est l'horreur, les actes qu'ils ont commis. Parce que le fait de rendre monstrueux, ça nous permet aussi de sortir de nos... Ça permet aussi de voir que on peut participer à des actes réellement monstrueux, les actes, pour des raisons, pour des motivations qui sont celles de tout un tas de gens, mais par un mécanisme d'emprise idéologique, avec une organisation qui est capable de faire ça. On conduit des gens à commettre des attentats suicides ou à participer ou à se rendre complices, ce qui est quand même incroyable, quoi, contre des innocents. Et on voit aussi qu'ils sont capables... Alors, pour autant qu'on fasse confiance à leur sincérité, c'est toujours c'est une question impossible à résoudre. Mais il faut quand même rappeler que la justice restaurative est basée sur le fait qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. A priori, ils n'ont aucun intérêt. Parlant, ils ne sont pas obligés de me rencontrer. Donc, la sincérité est quand même plus facile à... Moi, j'ai pas le droit de dire ce qu'ils m'ont dit, donc bien sûr. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Alors il y a toujours le souci de ne pas perdre la face, et puis c'est difficile par rapport au père d'une victime, etc. Mais moi je pense que très sincèrement ils sont plus dans la même dans la même construction idéologique qui était celle de novembre 2015. Et ils se rendent... les trois que j'ai rencontrés et puis d'autres, très clairement, d'ailleurs, Abrini, il l'a même dit pendant le procès V13, avec ses mots à lui, c'était que tuer des innocents au nom de l'islam, non, il y a quelque chose qui colle pas. Quelque chose qui colle pas. Parce que lui, c'est pas... Alors, dans la typologie des djihadistes, lui, c'est pas le spécialiste du Coran, etc. Mais bon, c'est un musulman. Dit non, mais ça colle pas. Il y a quelque chose... on a dû me raconter des salades. Voilà. Il est dans cet état d'esprit. Oui. Vous nous racontez ça avec une forme de légèreté. C'est pas du tout une critique, c'est un constat. Et on se demande si vous leur en voulez pas quand même. Vous avez pas quand même une... Si, bien sûr, je leur en veux. Je n'aurais pas pardonné. Voilà, parce que... je n'aurais pas pardonné la question du pardon au sens catholique. Le pape Jean-Paul II qui dit à Ali Akcha, je lui pardonne. Moi, je ne dis pas ça parce que ça n'a presque aucun sens. Bien sûr, ce qu'ils ont fait n'est pas justifié, n'est pas justifiable, ne peut pas être excusé. Il est tout à fait normal qu'il y ait une sanction pénale. La société doit se défendre. Bon. Par contre, moi, ça ne me préoccupe pas du tout de rechercher une sorte de vengeance personnelle contre ces personnes. Les associations de victimes se portent partie civile dans tous les procès terroristes. Et moi, comme vous disiez, je participe au mouvement associatif des victimes. Et donc, j'assiste à des procès en tant que partie civile à titre associatif. Mais lorsqu'on discute entre nous et puis avec nos avocats, on leur dit bien qu'on n'est pas là
pour faire le boulot du parquet national antiterroriste et d'être absolument, de vouloir à tout prix que ce soit la sanction maximale qui soit appliquée, que tout le monde soit déclaré coupable, même si c'est pas sûr qu'ils sont coupables. Non, 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 on est là pour que la justice soit rendue avec toute la sérénité possible, que les victimes soient entendues, puissent dire tout ce qu'elles ont à dire, puissent dire en particulier quelle a été leur souffrance. Mais la recherche de vengeance, non, c'est pas... Ça m'est étranger. Alors, en 2016, Manuel Valls, alors Premier ministre, avait dit à l'occasion d'un hommage aux victimes des attentats de janvier 2015, donc Charlie Hebdo notamment, mais l'hypercacher aussi, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Vous vous êtes toujours opposé à cette lecture. Je pense que tout le monde, y compris peut-être Manuel Valls, si je le rencontrais sans témoin, reconnaîtrait que c'était complètement stupide comme déclaration. Ça n'a aucun sens. Expliquer, c'est excuser. Non, à ce moment-là, si expliquer, c'est excuser, on ne doit jamais chercher à expliquer quoi que ce soit, les causes. Or, pourtant, il y a des causes qu'il est extrêmement important de connaître pour pouvoir prévenir des drames futurs. Voilà, donc... Expliquer aussi pour pouvoir mieux lutter contre. Oui, finalement. Absolument, bien sûr, évidemment. Ça fait déjà 10 ans, quelque part. Ces attentats ont déclenché depuis 10 ans toute une série de réactions à la fois juridiques, politiques, mais aussi sociétales. Il y a eu des lois sécuritaires, on a beaucoup parlé de la question du séparatisme, de la radicalisation, de la déradicalisation, mots qu'on n'utilise plus, parce qu'il y a eu tout un tas de mouvements dans la société. Votre démarche de justice restaurative, elle s'inscrit quand même dans le fait de retisser des liens, ce que vous disiez un peu, si j'ai bien compris. 10 ans après, quel constat vous faites aujourd'hui de là où on en est dans notre pays, du tissu social, de ce mouvement, de ces peut-être déchirures parfois qu'il y a eu et qui se tissent encore? Comment vous analysez aujourd'hui l'état du tissu social français après ces attentats? Alors, tissu social français et européen et peut-être mondial, bien sûr. on voit que ça va bien au-delà de la question du terrorisme. Le terrorisme qui s'est pratiqué ou qui se pratique toujours au nom de l'islam, évidemment, c'est une espèce de facteur aggravant ou de justification des tensions, mais je dirais presque que c'est pas le principal actuellement. Il y a des tensions qui sont liées à la difficulté à accepter l'altérité, et à vivre ensemble avec des phénomènes migratoires qu'on a toujours connus. Et il y a toujours eu des difficultés de vivre ensemble et d'accepter l'altérité. Avant, c'était les Italiens qui étaient les mauvais objets. Bon, là, avec, on a avec l'immigration musulmane aujourd'hui des problèmes qui sont ressentis, exprimés, qui s'expriment dans les urnes, ou qui s'expriment sur les réseaux sociaux, ou qui s'expriment par du racisme, par du rejet, qui sont liés à beaucoup de facteurs aggravants, le fait que l'islam en général soit plus conservateur probablement que ce qu'il a été il y a 50 ans, avec des revendications identitaires, le souhait de porter le voile, des voiles très parfois qui choquent nos concitoyens, certains de nos concitoyens, ça n'arrange pas les choses. Quoi. Et vous pensez que, en fait, ce racisme ou cette difficulté avec l'altérité, finalement, existe dans notre société depuis
toujours, et qu'en fait c'est ça que vous nous dites, et que, d'après vous, et que là, avec il y a des tensions plus ou moins fortes. Mais ça dépend. C'est plus, ah bah oui, il y a toujours eu des problèmes de ce type-là. Toutes les minorités religieuses ou raciales ou même culturelles ont été à un moment la cible d'un certain nombre de rumeurs, de fantasmes, de reproches. Ils sont sales, ils font du bruit, les odeurs. De Chirac, mais Chirac, mais bien oui, avant. Oui, bien je veux dire, avant, c'était les Juifs. J'ai parlé des Italiens. Enfin, le massacre d'Aigues-Mortes, ça a été quelque chose. Si on va au musée de l'histoire des migrations à la Porte Dorée, c'est vraiment, il y a plein de témoignages de tout ça. Donc, mais bon, aujourd'hui, on voit que c'est en train de... parce qu'il y a des formations politiques qui savent utiliser ça, parce que on a des phénomènes d'échelle. Vous connaissez Marie Dosé, l'avocate, oui, bien sûr. qui défend notamment beaucoup les familles de gens qui sont encore emprisonnés, de femmes notamment, qui sont encore emprisonnées par les Kurdes sur le territoire syro-irakien, et qui avait écrit un livre assez intéressant sur les victoires de Daesh. Et elle expliquait que selon elle, le durcissement judiciaire, et notamment les lois antiterroristes, qu'elle considérait être des lois d'exception finalement, qui deviennent moins en moins exceptionnelles et qui sont utilisées de plus en plus dans du droit plus commun que... C'était une forme de victoire de Daesh, parce qu'il avait quelque part obligé la société et l'État français, ou la société où il avait poussé en tout cas, à un durcissement. C'est probablement un des objectifs. Alors, ça a été rarement exprimé comme tel, ce qui était plus mis en avant, notamment à usage interne de Daesh et à usage des personnes, des jeunes musulmans que Daesh cherchait à recruter. C'était de dire nos actions, les attentats, c'est pour répondre au bombardement. Voilà, l'État islamique n'a pas des gros moyens militaires, mais donc on fait avec les moyens du bord, donc on fait des attentats contre les civils, c'est plus facile. Voilà. Mais quelquefois, il y a eu quelques déclarations qui expliquaient en fait non, mais notre objectif, grosso modo, c'est de mettre l'extrême droite au pouvoir, en tout cas de déstabiliser les démocraties, d'attiser la haine contre les musulmans de manière à ce que les musulmans décident de se battre. Deviennent des cibles et soient obligés d'entrer dans... Parce qu'ils ont une vision millénariste, apocalyptique, de la fin des temps. Donc la fin des temps va être précédée par une guerre de religion. Donc oui, c'est bien sûr... accélérationniste en fait. C'est les mêmes logiques accélérationniste. Et c'est vrai que certaines des mesures qui sont prises vont dans ce sens, bien sûr. Et, l'état de la société française et l'état des démocraties est assez préoccupant. Alors, il n'y a pas que ça qui l'explique. Il y a des problèmes économiques, la guerre économique qu'on connaît, il y a des impérialismes, les affaires russo-ukrainiennes. Vous avez eu l'impression le statut de victime, je voulais un peu terminer là-dessus, sur le statut de victime au sein de la société française, notamment de victime d'attentats, c'est quand même quelque chose à la fois de lourd, de puissant, comment vous le décririez? Et est-ce que vous avez peut-être la sensation, parce qu'on va avoir beaucoup de commémorations, c'est très important de faire des commémorations, de rappeler l'histoire, mais que justement, parfois, les politiques viennent s'immiscer dans ces lectures pour en dresser des combats politiques? Le mouvement associatif des victimes en France n'est pas très puissant. J'aimerais qu'il le soit plus. C'était surtout mais on peut exercer un certain ministère de la parole quand même. Enfin, il y a une espèce,
pas d'autorité morale, mais de légitimité à exprimer des choses. Et notamment, on a une légitimité à interdire à quiconque, et en particulier aux hommes politiques, de parler à notre place. Et ça on le fait régulièrement lorsqu'il y a eu des tentations en ce sens de réclamer des mesures au nom des victimes. On dit non, nous on ne demande pas ça. Donc on l'a dit à plusieurs reprises. Et on a évité, les différentes associations ont assez largement évité de se faire récupérer par telle ou telle formation politique. Ce qui n'est pas le cas. J'ai beaucoup de respect et d'admiration, par exemple, pour le mouvement des victimes espagnoles, qui a une histoire très différente parce que très liée au terrorisme basque. Mais elles ont été beaucoup plus perméables à la récupération politique. Voilà. Et grosso modo, en Espagne, c'est très facile d'identifier les associations de victimes de gauche et les associations de victimes de droite. Voilà. En France, c'est plus compliqué. Et c'était vraiment une volonté de rester imperméable à ces... Oui, bien sûr. Là, on va commémorer les 10 ans des attentats. Il va y avoir beaucoup de prise de parole, il va y avoir Qu'est-ce que vous attendriez comme tonalité presque? Qu'est-ce que vous voudriez que 10 ans après on en garde nous citoyens un peu lambda qui n'avons vécu ça, mais de manière totalement indirecte, même si je pense que tout le monde a profondément été marqué par ces attentats. Je voudrais que ça soit l'occasion de la réaffirmation très forte que le terrorisme, l'exercice, la violence dirigée contre des innocents au nom de motifs idéologiques est totalement inadmissible. Totalement inadmissible, et que tout le monde le dise, voilà, que tout le monde le dise, et que quelle que soit l'idéologie. Parce que on a été dominé par le terrorisme islamiste en termes de nombre de victimes, mais il faut être bien conscient qu'il y a d'autres idéologies qui peuvent être porteuses d'une violence identique. Bon, si on déplace le regard en Amérique du Nord, par exemple, c'est pas le terrorisme islamiste qui fait le plus grand nombre de victimes, à l'exception des attentats du 11 septembre 2001 qui ont été presque une exception, mais c'est le terrorisme d'extrême droite qui fait le plus de morts aux États-Unis et qui fait le plus grand nombre d'attentats. J'ai parlé du terrorisme basque, mais voilà, les nationalismes extrémistes existent et peuvent exister. En France, on a eu quelques attentats d'extrême droite. En tout cas, on a eu quelques attentats d'extrême droite et on a eu quelques groupuscules néo-nazis qui ont été empêchés de commettre des attentats qu'ils étaient en train de préparer. Donc c'est une menace qui existe. Donc, tout ça est absolument inadmissible, enfin, doit être combattu. 2, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que, évidemment, on n'est plus dans la séquence 2015-2017 où il y avait beaucoup d'attentats. On peut avoir l'impression que tout ça s'est calmé. Mais l'islamisme radical existe toujours, y compris l'État islamique existe toujours, Al-Qaïda existe toujours, avec ses différentes branches. Il y a des possibilités de terrorisme d'extrême droite. Donc la menace existe toujours. Désolé, mais il faut rester vigilant. Et la manière de combattre ça, on peut prendre des mesures sécuritaires qui ennuient tout le monde parce que on passe par des portiques, on se fait fouiller son sac à main, etc. Mais ça élève un petit peu le niveau de sécurité, mais ça n'amène pas la paix.
Pour amener la paix, il faut arriver à désarmer les idéologies violentes, à obtenir un désengagement, un renoncement à l'usage du terrorisme. C'est un travail difficile, de longue haleine, mais qui est absolument nécessaire. Et donc retisser du lien entre les humains malgré leurs différences. Bien sûr, il faut être très conscient, et c'est incroyable qu'on ne le soit pas davantage, que nous avons tous en commun de savoir que nous sommes mortels et que nous habitons sur la même planète avec des intérêts qui sont vraiment liés. Le problème du réchauffement climatique, il nous impacte à nous, mais il impacte encore plus au Sahel. Et nous sommes tous des êtres humains. Et d'une certaine manière, nous sommes tous dans le même bateau. Et ça devrait nous rendre solidaires. Et au lieu de ça, ça nous conduit à nous déchirer. Donc plus de solidarité, c'est ce que vous aimeriez voir vous développer. De fraternité. Et de fraternité. Merci beaucoup, Georges, d'être venu partager tout cela avec nous. Merci pour votre humanité et pour votre confiance. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre média ne vit que grâce à vous, à votre mobilisation, à vos abonnements et à vos dons. Vous le savez, contre l'extrême droitisation du monde médiatique, nous avons lancé notre campagne Riposte. Vous aussi, soutenez-nous, soutenez notre campagne sur campagne.lemediatv.fr. À très bientôt sur nos ondes.